Nous avions organisé pour être un certain nombre de ceux qui avaient l'intention de sauter dans le même wagon et on nous avait dit voilà, au moment où on va former les convois, on va se mettre dans ce carré, dans un certain carré, et nous allons être dans le même convoi. Le matin, je me suis mis dans le carré que nous avions discuté la veille, et j'ai constaté malheureusement que tous ceux qui devaient être à côté de moi n'étaient plus là. J'étais dans un convoi, tout avec des vieux. Mais l'idée maîtresse de beaucoup de jeunes était sauter à ce moment-là. Le 20e transport était un transport qui était vraiment motivé pour sauter. Et je crois que c'est le transport qui a eu l'aide de la résistance. Ils ont ouvert les portes, etc. En avril, Lifshitz a pris contact avec moi et m'a laissé entendre qu'on allait attaquer un train. Et donc, il m'a confié le soin d'acheter une lampe tempête et de la garnir de pétrole et de papier rouge, d'acheter 2-3 pinces qui devaient servir à ouvrir les fils de fer qui fermaient les wagons. Je suis allé me promener rue Haute ou rue Blas, je ne sais plus, où il y avait plusieurs quincailliers. J'ai acheté les objets en question et j'ai ramené ça chez moi. Et puis alors le lendemain, on avait rendez-vous place Mézère, c'était le 19 avril. Nous sommes partis à vélo, tous les trois, par la chaussée de Hart et nous sommes arrivés, à mon avis, il était nuit noire. Il y avait paraît-il une pleine lune, mais on ne la voyait pas parce qu'il y avait d'épais nuages. Et nous sommes arrivés là tout près du village de Hart, où je n'étais sans doute jamais allé, mais enfin, surtout dans la nuit, on ne reconnaissait rien du tout. Et Lifshitz m'a chargé d'aller mettre la lampe allumée sur les rails. Et peut-être vers 11 h ou quelque chose comme ça, on a entendu le bruit du train. Mais malheureusement, bon, j'avais mis cette lampe pas tellement loin d'un tournant, de sorte que le conducteur du train a vu ma lampe assez tardivement. Mais aussitôt, il a actionné le frein et le train s'est mis à freiner. La locomotive a roulé au-dessus de la lampe et puis la locomotive s'est arrêtée à 100 mètres de là. Et donc je me trouvais nez à nez avec un des derniers wagons. Pas le dernier, mais peut-être, je ne sais pas, le 5e ou le 6e avant la fin du train. À ce moment-là, je n'ai vu ni Lifshitz, ni Franck Clément. Et j'avais remarqué qu'en tête du train, derrière la locomotive, il y avait des militaires allemands dans un wagon allumé. Vous voyez des lumières. Alors, je dois dire, j'ai eu un instant d'hésitation. C'était pas de la peur, c'était de l'hésitation. Une seconde, et puis je crois que le vrai courage consiste à marcher sur son émotion et j'ai été ouvrir un wagon. Alors avec pas mal de difficultés, j'ai réussi à couper le fil de fer parce que d'un côté je devais tenir ma lampe hein, et de l'autre côté je devais essayer de couper. Et puis j'ai ouvert la porte, j'ai aperçu tout un tas de gens et assez sottement je leur ai crié en allemand « Fliehen Sie, fliehen Sie ». Ils m'ont dit « Vous avez eu tort parce que vous auriez dû le faire en français hein, ». Ou à la rigueur, si vous l'aviez su, en yiddish. Mais ils ont bien compris certainement tout de suite à mon accent que je n'étais pas un militaire allemand. D'ailleurs, je n'étais pas du tout habillé comme un militaire allemand. Et alors, après 2-3 minutes, il y en a quelques-uns qui sont sortis, quelques personnes qui sont sorties. Et puis j'ai appelé les autres personnes qui étaient dedans. Et plus personne ne voulait sortir. On savait que les SS se trouvaient dans les wagons, sur les côtés, au-dessus, etc. Et ils ont dit, s'il y a la moindre tentative de fuite, vous mettez le petit drapeau dehors. Alors moi, qui étais là-bas, j'étais quasiment un des rares jeunes, et j'ai prié, laissez-moi faire. Je dis, j'ai tout l'appareillage pour ouvrir le plancher. Je dis, beaucoup pourront se sauver. Alors j'ai été vraiment bousculé. On m'a dit, n'en est pas question, on ne veut pas mourir pour vous, etc. Et si vous faites quoi que ce soit, nous mettons le petit drapeau dehors. J'ai appris par la suite, donc on avait averti les prisonniers que s'il y avait des manquants, des personnes manquantes à l'arrivée, hein, ces personnes qui étaient restées dans le train allaient se faire fusiller.
Donc ces gens-là essayaient au contraire de retenir les prisonniers pour les empêcher de sortir. Alors, mes anciens souvenirs sont ceux-ci. Ils sont sortis peut-être... moi j'ai dit 17 personnes, et à un moment donné, les Allemands ont tiré. On entendait une fusillade, on entendait des cris, etc. Mais nous, on était enfermés dans ce wagon avec cette petite fenêtre. On se rendait compte qu'il y a quelque chose qui se passait. Moi, je savais que c'était à ce moment-là que des gens sautaient probablement. Alors j'ai fait coucher tout le monde, et puis les tirs ont cessé. Alors j'ai ramené les gens à 10 ou 15 mètres du train. Là, je leur distribuais de l'argent, j'avais des billets de 50 francs. Alors, à un moment donné, il y a un bonhomme qui m'a dit « Mais enfin, vous nous laissez comme ça en rase campagne, qu'est-ce que nous allons faire ?» Alors, je dis « Écoutez, moi, ce que j'ai pu faire, c'est vous donner la liberté, hein, mais ne comptez pas sur moi pour vous accompagner à Bruxelles. Voilà la direction de Bruxelles, voilà la direction de Malines, voilà la direction de Louvain. Hein. À Art, il y a un tram. Voyez si vous pouvez risquer de le prendre. » Et de fait, les parents Goldsteinas sont arrivés à Act et ils ont pris le tram. Et puis à un moment donné, ils ont vu des Allemands arriver avec des chiens. Ils sont entrés dans le train et il ne s'est rien passé du tout. Les chiens sont restés avec d'autres militaires. Quelques Allemands sont entrés dans le même compartiment que les Goldsteinas et tout le monde est arrivé à Bruxelles. Mais par la suite, il y en a beaucoup d'autres qui ont réussi à sortir. Et comment ont-ils fait? Il paraît que, et tout ça je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, que des prisonniers avaient réussi à cacher les pièces métalliques dans les wagons. Et que grâce à ça, ils avaient ouvert cette espèce de lucarne qu'il y avait dans ces wagons, qui servent peut-être plus, je ne sais pas, vous savez, les wagons genre wagons à bestiaux. Là. Et j'ai su donc que par la suite, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à sauter parce que le train s'est arrêté aussi très souvent. Donc ça m'a confirmé dans l'idée que le chauffeur ou les chauffeurs ultérieurs avaient été financés pour provoquer des arrêts. Et Lifshitz, je l'ai revu le lendemain, après une communication téléphonique chez ma mère, et c'est comme ça qu'on s'est vu rue Archimède, et il m'a dit, écoute, il s'est passé ceci, c'est que j'ai été reconnu par les Allemands qui étaient dans le wagon de tête. Et quand j'ai compris ça, c'était des gens qui me connaissaient, j'ai compris que je ne pouvais pas attaquer le train. Le 14 mai, Georges, que j'appellerai Youra parce que c'était le nom que nous lui donnions, est arrêté et mis dans une cave à la Gestapo avenue Louise. Et la nuit du 14 au 15, il réussit à s'enfuir. Il a gardé une épingle de sûreté. Grâce à elle, il réussit à défaire une menotte. Et il a été battu très fort. Et puis il appelle le gardien et dit qu'il doit aller à la toilette. Et le soldat allemand ne se méfie pas parce qu'il est dans un tel état qu'il ne fait pas attention. Et il y aura la somme et s'enfuit. Concours de circonstances extraordinaires. La sentinelle de l'extérieur n'est pas très vigilante. Et comme je suis un petit ami et que j'habite à 2 pas, il vient chez nous. Et je me souviens parfaitement de comment ça se passe. La maison avait une sonnerie, vous savez, sur laquelle on tirait. Ça, c'était pas des sonneries électriques. Et il n'a pas sonné, il a fait grincer le fil de cette sonnette. Et mon père a entendu ça. Il est allé ouvrir sans la moindre hésitation. Il y avait tellement de choses qui se passaient, de gens qui venaient se cacher, tout qu'il n'a pas eu peur. Et il n'a pas reconnu Youra parce qu'il était plein de sang. Et mon père s'est retourné vers moi et a dit « Tu connais ce type-là » Et j'ai dit « Mais oui, c'est Youra ». Alors il est resté 8 jours chez nous. Mes parents lui ont donné leur lit. Ma mère est venue coucher avec moi, mon père avec mon frère. Et on l'a soigné, on a pansé ses plaies. Et on l'a remis un peu sur pied. Et là l'erreur monumentale qu'avait faite Youra, c'était d'avoir un ami auquel il avait toute confiance et qui s'appelait Romanovitch.
descendant de la famille Romanov, type plein de charme, très gentil, etc. Et Youra avait organisé plusieurs actes de résistance avec lui, pas le 20e convoi, là je ne vois pas apparaître Romanovitch. Mais il me demande d'aller prévenir Romanovitch qu'il est chez nous. Et je le fais. J'ai rendez-vous avec Romanovitch à la porte de Namur et je lui dis, voilà, Youra est chez moi à telle adresse. Il se passe 3 semaines et nous sommes arrêtés. Je me souviens qu'il a surtout parlé des réactions des gens qui étaient dans le 20e convoi. Et il était triste et furieux parce que des gens n'ont pas voulu descendre du train. Ça, je me souviens très bien de son récit. Ceux qui ont refusé de descendre, nous racontait-il, c'était des gens plutôt âgés déjà. Mais je ne crois pas que le mot héroïsme était dans notre vocabulaire, parce qu'on aurait pu se dire aussi que nous étions héroïques. Hein. L'impression qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, d'arrêter un train, c'était formidable. Et s'il y a peu de vies qu'il a sauvées, il n'y en aurait qu'une, c'était déjà extraordinaire.